langues à flexion. Dans les hauts des dico latins, j'ai dit, il y a 5 informations morphologiques. Première personne, singulier, indicatif, présent, actif. Mais comme le montre bien le latin, une langue synthétique n'exclut pas la présence de formes analytiques. Par exemple, les cas de la déclinaison nominale sont souvent accompagnés par des prépositions. Ab urbe, in urbe, ex urbe, etc. Lorsqu'on parle de langues synthétiques, on parle de langues dans lesquelles la synthèse prévaut sans exclure la présence de constructions analytiques, et vice-versa. En ce qui concerne les langues analytiques, de plus, analytique ne correspond pas automatiquement à simple. Armin Schwegler, un linguiste suisse qui enseigne en Californie, a proposé une définition non traditionnelle d'analyticité et de synthéticité. Analytique se réfère à l'autonomie sémantique, syntaxique, morphologique et phonologique des morphèmes à l'intérieur d'une unité de langue, speech unity. Il définit speech unity is defined as any group of morphemes which have a mutual semantic, morphological, syntactic and or phonological relation to each other. Synthétique se réfère donc à l'interdépendance des morphèmes au niveau sémantique, syntaxique, morphologique et phonologique à l'intérieur d'une unité de langue. Par exemple, la double négation française ne pas, même si ces deux éléments sont séparés, représente une unité synthétique. Il en va de même pour les passés composés j'ai fait, quoiqu'il soit possible d'y insérer un verbe ou la négation. J'ai bien fait, je n'ai rien fait. Entre l'auxiliaire et le verbe, il y a, dit Schwegler, il y a une cohésion morphologique et une interdépendance qui en font une forme synthétique. La synthèse devient encore plus évidente lorsqu'on trouve au niveau de la langue parlée je ne sais pas ou encore je ne sais pas au lieu de je ne sais pas. En anglais, l'expression I do not know est sans doute analytique, l'indication étant exprimée par une forme composée. Mais dans les Cockney de Londres, Ain't, qui vient de I am not, est devenu une forme de négation percée. Dans les dictionnaires de Wikipédia, j'ai trouvé des phrases comme They hate us cause they ain't us. They ain't correspond à ici, dans le contexte They have not. Mais dans d'autres contextes, il correspond à They are not. Il n'y a plus aucune relation entre les pronoms des premières personnes I. Et déjà au XVIIe siècle, on trouve dans la comédie de William Wycherley ce que vous pouvez lire sur le tableau noir, ce n'est pas un tableau noir. Gentlemen and ladies, hadn't all you heard the latest sad report of poor Mr. Horner? Donc, d'après Schwegler, synthèse signifie union sémantique des éléments et dépasse la vision traditionnelle qui considère, surtout et parfois presque exclusivement, les côtés morphologiques. On se souviendra que August Wilhelm Schlegel considérait analytique les langues qui employaient les formes verbales composées avec un auxiliaire, substantif avec un article, etc. Par contre, Schwegler considère les syntagmes auxiliaire plus verbe ou article plus nom comme formant une synthèse dans laquelle les verbes auxiliaires et respectivement les déterminants deictiques, les articles, jadis formes pleines et sémantiquement autonomes dans une stratégie analytique, ont été grammaticalisés. À ce point,
il faut revenir au titre de ma communication et se poser la question, puisqu'elle tend à un rapport one-to-one entre morphèmes signifiants et unités de signification. Les langues analytiques sont-elles vraiment plus simples que les langues synthétiques? Dans une stratégie analytique, il y a sans doute plus d'iconicité, c'est-à-dire de transparence, au sens qu'à une complexité de signification majeure correspond une complexité majeure. Par exemple, le pluriel est dans une morphologie naturelle au sens de Mayerthal de l'école de Dresde et de Vienne, une morphologie naturelle normalement plus complexe que la forme du singulier. Par exemple, boy, boys. En suivant, Tidning, le journal, Tidningar, les journaux. En allemand, Mensch, Menschen, en basque, etc., etc. S'il y a un futur, sa forme sera normalement plus complexe que celle du présent. J'ai dit, je dirais. Voir, entre autres, Mayerthal, à laquelle j'ai fait référence, Mayerthal 1981. Ou vice-versa, les langues synthétiques qui montrent des formes plus économiques, voire l'exemple de ain't remplaçant I do not, ou we are not, aussi bien que we have not, we do not have, etc. Ces formes sont-elles pour cette même raison plus simples? La discussion sur l'axiome ALEC, all languages are equally complex, toutes les langues sont également complexes, est loin d'être achevée. Je me suis occupé de cette question à l'occasion des journées scientifiques du laboratoire Modico, organisé ici à Paris en 2012 par Claire Martineau. Et j'ai publié ça en 2016. Dans mon intervention, j'ai cité un texte de Derek Bickerton, auquel on doit l'hypothèse bien connue d'un language bioprogram. Bickerton écrit donc, je cite, je traduis, en effet, la linguistique devra changer un ensemble de convictions très répandues, au centre desquelles il y a la conviction que toutes les langues existantes se trouvent au même niveau de développement. Les convictions qui n'ont pas une base empirique proviennent en général de quelque engagement politique, from some kind of political commitment. Et je suis sûr que cette conviction souvent énoncée par l'énoncé « il n'y a pas de langue primitive » est née comme réaction naturelle et tout à fait digne de louange à l'affirmation que des lèvres épaisses et des cerveaux subhumains sont à la base des créoles, soit des langues tribales. Aujourd'hui, on se détache rapidement de ces déchets mentaux et il devient possible de séparer la langue du niveau culturel acquis et de considérer la langue du point de vue du développement sans aucune implication péjorative. Fin de citation. Mais une fois admise la séparation entre niveau culturel et complexité linguistique, d'autres critères doivent alors être considérés en partant du fait que la langue d'une civilisation dite primitive peut être aussi complexe qu'une langue parlée par une société hautement développée. Primitive languages are nowhere to be found, écrit Östendahl en 2004. C'est ici qu'on doit parler de l'efficience de la langue en soi. Il faut prendre en compte l'efficacité, efficiency, si vous voulez, des communications. D'après John Hawkins, qui a écrit des pages très importantes à ce sujet, je me rappelle à Hawkins 2009 et 2014, des paramètres qui, pour évaluer l'efficacité d'une langue, sont la rapidité de la communication, des propriétés linguistiques, d'exactes mises au point des sélections structurelles en ce qui concerne leur fréquence aussi bien que leur accessibilité. La communication est efficace
quand le message du locuteur parvient rapidement à son récepteur et avec les moindres efforts possibles, de compréhension. C'est donc bien du point de vue fonctionnel qu'il faut considérer la complexité ou la non-complexité d'une langue. Mais reprenons de Hawkins, 2009, page 254, l'exemple suivant. Anglais, this tent sleeps full. On ne peut pas traduire par l'allemand dieses Zelt schläft vier. La traduction correcte étant in diesem Zelt können vier Leute schlafen. Du point de vue de la syntaxe, la phrase anglaise est sans doute plus simple que son correspondant allemand. Avec sa structure syntagme nominale M, plus syntagme verbal, plus syntagme nominale 2, elle ressemble à la construction biactentielle majeure dont parlait Lazare, du type « le loup mange l'agneau ». Et au contraire de l'allemand, elle n'a pas de syntagme prépositionnel compliquant la phrase « in diesem Zelt ». Mais du point de vue de la structure des arguments, les theta-rose de Hawkins, elle est plus complexe, car la structure syntagme nominale et un syntagme verbal plus syntagme nominal 2 est propre à exprimer plusieurs états de choses et plusieurs relations entre ces éléments. Par exemple, en latin, on dit populum prenitebat judici, le peuple regrettait les jugements, mais populum c'est un syntagme à l'accusatif et non pas au nominatif. Et donc, sa compréhension, le processing, est bien plus complexe. Elle demande un choix plus difficile, avec une plus grande chance d'erreur de choix. Et alors, c'est bien ici que la redondance acquiert toute son importance pour juger de la complexité d'une langue. Aucun doute que le syntagme latin, vous pouvez lire sur le plan, istius optime legis causa, où l'information du génitif est répétée 3 fois, et en plus avec 3 types de flexions différentes, est plus complexe que son correspondant anglais « because of this very good law », où la relation génitivale n'est réalisée que par un syntagme prépositionnel marqué seulement par « of ». Mais la relation génitivale est plus clairement exprimée et plus saisissable en latin qu'en anglais. Dans cette perspective fonctionnelle, il faudrait donc répéter qu'on ne peut pas parler de langues complexes ou de langues simples en termes absolus, mais plutôt de complexité relative aux différents niveaux d'une langue. En paraphrasant Saussure, on peut dire que c'est le point de vue qui crée l'objet. C'est-à-dire qu'une langue se montre plus ou moins complexe d'après notre point d'observation. Le chinois et l'anglais ont une structure de substance assez réduite par rapport à d'autres langues. Cette réduction rend les deux langues bien économiques et faciles à apprendre bien du point de vue de la syntaxe. Ici, je ne parle pas ni de la phonologie ni du lexique. Mais en revanche, on a vu dans notre exemple que la simplicité syntaxique de la phrase anglaise demande un effort d'interprétation plus large que sa traduction allemande. Encore une fois, et je suis près de la fin de mon discours, encore une fois, on se retrouve dans la situation dont parlait von der Gabelitz. D'un côté, on constate la tendance du locuteur à simplifier et à rendre plus facile et commode, bequem, son énoncé. De l'autre, le récepteur demande un énoncé bien compréhensible et clair, deutlich, dans sa structure. Donc, toute langue doit se balancer entre les deux pôles et il y aura dans l'histoire de n'importe quelle tradition linguistique tantôt une tendance majeure vers la simplification synthétique, tantôt vers la clarté analytique.
sans qu'on puisse juger d'une façon absolue une langue plus simple ou plus complexe qu'une autre, sans parler de la comparaison entre développement intellectuel et complexité linguistique. On a vu que c'est impossible. Si je peux conclure avec une affirmation un peu paradoxale, ce n'est pas seulement l'histoire des langues qui se développe en spirale, mais aussi l'histoire de la linguistique, qui revient sur ses pas, bien qu'à un niveau différent et avec des moyens plus sophistiqués. Mon ami Christian Lehmann a récemment employé l'image de la pendule. Apparently, the history of our discipline is doomed to follow the motion of a pendulum. After North American structuralism, we have had a generative grammar, pour employer les fameux mots de Roger Bacon, grammatica una et erdem est secundum substantiam in omnibus linguis, dictet accidentaliter varietur. And apparently it is now time to swing back to Jaws. Language describers have to create a language particular structural categories. It seems to be time, la conclusion de Christian Lehmann, c'est it seems to be time to halt the pendulum in its middle position. Je suis d'accord avec cette description des oscillations dans l'histoire de notre discipline, mais peut-être l'image d'un parcours en spirale est-elle plus appropriée car elle nous fait penser à la dynamique du parcours scientifique, tandis qu'une pendule va et vient toujours entre deux pôles qui ne bougent pas. Et moi, je ne bouge plus. J'ai terminé mon discours. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup pour votre exposé. Quelle a été la part des psychologues ou des historiens de la psychologie ou de neurolinguistes dans ce débat autour de simplicité, complexité, analyticité, synthétisme? Est-ce qu'il y a une partie de travail des psychologues à ce sujet? Oui, il y a une partie du travail qui est encore en cours. Ils sont... je dirais, ils tâtonnent maintenant pour voir où se situent dans le cerveau les différentes techniques et stratégies, la synthèse ou l'opposition. Alors, je ne peux pas vous répondre d'une façon très claire, parce qu'on est justement en train d'étudier la localisation dans les cerveaux des différentes fonctions. Oui, merci beaucoup. On dirait que tout cela devient tellement plus complexe dès qu'on commence à évaluer la simplicité d'une langue à partir d'une perspective autre que la communicationnelle. Si on prend en compte par exemple les fonctions affectives, les fonctions émotives des langues, toute la question de sa simplicité devient bien plus difficile à régler. Donc je voudrais bien savoir si à un moment ou à un autre, on a essayé d'aborder la question du point de vue d'autres fonctions linguistiques que la communication. Non, la communication est toujours présente dans n'importe quel speech act, dans n'importe quelle phrase qu'on dit, qu'on prononce. C'est plutôt le côté pragmatique qui a étudié au-delà de la morphologie, au-delà de la syntaxe et de la phonologie, ce que peut réaliser
du point de vue de la communication, surtout face-to-face, face-to-face, sorry, face-to-face, lorsqu'on agit linguistiquement. Je ne sais pas si c'est une réponse à votre question. Oui. Alors, il faut considérer justement les côtés pragmatiques qui va au-delà. Parce que c'est en réalité, dans ce moment même où on parle, on discute entre nous, c'est la pragmatique du discours qui prend le rôle premier, avant que ma phrase soit faite parfaite du point de vue syntaxique ou phonologique. Oui, je voudrais revenir sur un aspect de ce que vous avez dit, à la fois du point de vue de recherche moderne, qui ont été menées entre autres à l'Université d'Édimbourg par Simon Kirby, et d'autre part la vieille discussion en 1827 entre Abel Rémusat et Humboldt à propos du chinois. Quand vous parliez tout à l'heure de capacité intellectuelle, il me semble que dans tout acte de communication, il y a une capacité intellectuelle productive, la capacité à s'exprimer, à exprimer le plus clairement possible une conceptualisation, et puis il y a la capacité interprétative. Et Simon Kirby a composé des modèles qui permettent de tenir compte du fameux système pendulaire, c'est-à-dire de l'extension d'une capacité d'expression qui va permettre à l'interlocuteur de faire moins d'efforts de compréhension, et puis inversement le mouvement contraire. Par exemple, il a étudié pour des propositions relatives le fait qu'on puisse avoir des pronoms relatifs correspondant au sujet dans la subordonnée ou